sont les autres intervenants, qui sont, pour ne pas écorcher les noms, Monsieur Fabien Gaden, président directeur général d'Iten, Madame Clarisse Maillet, directrice générale d'Aérométal et présidente de la CPME 71, Madame Camille Etévé, responsable du programme Territoire d'industrie à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, et Monsieur Fontana, président directeur général de Framatome. Je vous invite à venir sur scène dès à présent. Installez-vous comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Ça n'a pas d'importance, l'ordre sur scène. Vous poserez quand même des questions. Et je vais commencer dès à présent avec Monsieur Fontana, que je remercie d'être présent parmi nous ce soir. Bon, je pense que tout le monde dans la salle connaît Framatome, mais on a des gens qui nous suivent aussi en ligne, et puis l'idée aussi de rediffuser cet événement par la suite. Avec une première question, Framatome est un groupe avec énormément d'implantations, et notamment d'implantations en France. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir cet ancrage territorial très fort, et quelle vision vous portez autour de cet ancrage ? Merci et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Effectivement, Framatome, c'est le réacteur nucléaire. Nous sommes aujourd'hui à peu près 18 000 collègues, 11 000 en France, et 4 milliards de chiffre d'affaires. 70% à l'exportation, ce n'est pas toujours connu. Et également des challenges. Le nucléaire maintenant est perçu comme positif pour le climat. Il l'est. Il permet de faire de l'électricité décarbonée. Également, il est souverain. Et donc, en France, mais partout dans le monde, il y a une attente de fourniture. Et on répond par les compétences, par l'outil industriel, la souveraineté de nos supply chains. Ce qui nous amène en ce moment à recruter 2000 personnes par an. En France, on rajoute 400 alternants chaque année. Nous faisons 130 millions d'euros de R&D et nous avons investi 1 milliard, essentiellement en France, au cours des 5 dernières années. Nous sommes actuellement sur un plan d'1 milliard de plus sur 4 ans. Alors ici, c'est un des cœurs de Framatome. Au Chalon et un petit peu autour, nous sommes plus de 3000. Alors pourquoi ça a commencé au Creusot. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y avait une industrie, une culture industrielle. Et nos forges intégrées avec les aciéries d'Industil. Et la logique du territoire, pour nous, ça a été une intégration industrielle. Ça avait beaucoup de sens de mettre à côté les usines de gros équipements, comme Saint-Marcel, où on a maintenant 1200 collègues. On a repris, c'est un peu plus loin, mais c'est à Montbard, c'est toujours en Bourgogne, les tubes qui font dans nos générateurs de vapeur et l'activité de service de maintenance des réacteurs à Chalon, où on a près de 2400 collègues. Et puis autour de ça, il y a eu la volonté de rapprocher les ingénieries, les études, les moyens de calcul des usines. Donc l'implantation de moyens d'équipement, de moyens d'essai, d'ingénierie, de centres de calcul. Et on a lancé d'ailleurs, démarré un centre de calcul Bourgogne il y a peu de temps pour des calculs mécaniques. L'idée, c'est d'accueillir 150 nouveaux collègues et ils sont déjà 100. Donc cette logique d'intégration. Il y a également quelque chose que nous apporte beaucoup le territoire, c'est un tissu industriel. Pour nous, ça va être par exemple le pôle nucléaire de Bourgogne. C'est aussi l'appui de la population. On est accueillis. Et une culture de gens qui aiment l'industrie. Et nous, on aime l'industrie, on est fiers, on est content de pouvoir le partager. On y trouve aussi de la souveraineté. Parce que les choses sont parties à l'étranger, puis on s'est rendu compte qu'en cas de conflit, de géopolitique, etc., c'était mieux. Et donc, nous rapatrions en France un certain nombre de moyens industriels. Au Creusot, c'est les internes de cuve, 100 millions quand même l'investissement. Les moyens d'essai qui étaient en Allemagne, nous les amenons ici. Donc, nous trouvons tout cela dans les territoires, plus le tissu de formation, de préparation de nos équipes. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Clarisse Maillet et Fabien Gaven, avec finalement une question qui est un peu similaire, même si vos entreprises ne sont... Vous répondrez tous les deux.
ne sont pas au même stade de développement, mais vous avez fait tous les deux le choix de vous implanter à Châlons ou dans le Grand Châlons. Et ce qui m'intéresse de comprendre, c'est quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à choisir ce territoire plutôt qu'un autre. Je sais aussi que pour Iten, vous avez eu énormément de possibilités d'implantation et vous avez retenu ce territoire-là. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur vos histoires respectives? Bien, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir dans cette réunion, qui a une petite saveur particulière pour moi, parce que j'ai été lauréat prix Montgolfier de la Société d'encouragement d'industrie nationale, et puis j'ai fait mon doctorat au Creusot pour Creusot leur industrie, donc quelque part c'est un retour aux sources pour moi de venir ici. Mais peut-être avant d'expliquer l'implantation, 2 mots sur Iten. Donc Iten, on est une société qui a développé une nouvelle génération de composants électroniques, des micro-batteries. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le monde dans lequel on vit devient de plus en plus numérique et qu'aujourd'hui, la fabrication de composants électroniques, c'est un peu l'Eldorado, c'est le pétrole actuel. Et en Europe, on consomme 30% des composants électroniques mondiaux et on en fabrique uniquement 8%. Et donc, nous, chez Iten, on a décidé de rentrer dans cette bataille internationale de la fabrication de composants électroniques ultra innovants avec nos micro-batteries qui vont se trouver dans tous les circuits électroniques. À chaque fois que vous avez un circuit électronique, vous avez une problématique de gestion, de micro-gestion de l'énergie électronique. Et après 10 ans de R&D, après avoir mis au point ce produit révolutionnaire, très rapidement, s'est posé la question de savoir de faire un site industriel d'envergure pour pouvoir adresser nos marchés qui sont mondiaux. Et donc là, on a testé, on a évalué plusieurs implantations et assez naturellement, on a choisi le site de Châlons pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, dans la région, il y a une culture industrielle qui existe, une culture industrielle qui est vieille de 150 ans. Et en fait, cette culture industrielle crée au sein de la population des organisations territoriales, une culture particulière. On sent qu'il y a une fierté à faire de l'industrie, un sentiment d'appartenance, et les gens sont très ouverts à faire venir en fait dans ces territoires des nouvelles industries. Donc ça, ce côté culturel, c'était un des premiers atouts. Le deuxième, c'était l'attractivité aussi de la ville de Châlons par rapport à la qualité de vie. On est aujourd'hui sur un site industriel qui est très proche d'un centre-ville avec des transports en commun, ce qui permet en fait d'avoir des gens qui peuvent être, heureux au travail sans avoir à passer des heures dans le métro ou dans le bus. Et donc ce cadre de vie était aussi pour nous très très important. Et puis en dernier lieu, et sans doute le plus important, ça a été la qualité et la réactivité des services du Grand Châlons, qui ont toujours su à tout moment nous apporter des réponses extrêmement concrètes, rapides et documentées à toutes les questions qu'on a pu poser. Et la qualité des échanges qu'on a eus avec la métropole a fait que le choix s'est presque très rapidement imposé comme une évidence. Alors, en ce qui concerne Aérométal, nous sommes une petite société déjà implantée sur le territoire de Chalon-sur-Saône, à Gergy plus exactement. Donc on est 20 personnes et on fait de la préparation et du recyclage de métaux nobles et spéciaux. Donc ce sont des métaux stratégiques pour la souveraineté aussi nationale. C'est important de le dire. Donc nous, on faisait en 2020 à peu près 8,5 millions de chiffre d'affaires. Et avec le retour de l'aéronautique et du nucléaire, on arrive à un chiffre d'affaires de 14,5 millions. Donc ce chiffre d'affaires, il faut le traiter. Et le site de Gergy étant trop petit, on a commencé à chercher où on pouvait implanter notre usine pas très loin, parce que nos salariés sont quand même ancrés dans le territoire. Donc tout naturellement, on s'est tourné vers le site de Sonéor pour plusieurs raisons. Parce que le Grand Châlons avait bien travaillé déjà, il avait mis en place des terrains viabilisés. Donc pour une TPE comme la nôtre, c'est un gain de temps, un gain d'énergie, parce que cette énergie, on va la passer à produire, plutôt que de chercher à travailler avec l'administration et à obtenir la viabilisation du terrain. Donc c'est vrai que c'est une richesse de pouvoir arriver sur des terrains qui sont prêts. On a tout autour, il y a l'infrastructure qui est déjà prête.
Donc ça, c'est aussi important. Et puis, pourquoi Sonéor? Parce que ce n'est pas très loin de Gergy et que ça permet à nos salariés de continuer à nous suivre parce que ils sont importants pour nous. Ils ont un vrai savoir-faire, donc il faut absolument qu'on les garde. Et une autre raison, c'est le bilan carbone, parce qu'aujourd'hui, on mesure notre bilan carbone. Et le fait de se rapprocher de Chalon, de nos clients et de nos fournisseurs, nous permettait de faire une économie sur le bilan carbone. Il y a aussi un point qui a été très important, c'est le nouvel échangeur, le demi-échangeur, de Chalon-Nord, qui nous rapproche, nous, du national. Donc, pour toutes ces raisons, le choix, il était évident pour nous. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Camille et TV, parce qu'on voit aussi que derrière ces sujets d'implantation, la question du foncier est souvent un sujet structurant. D'ailleurs, quand on entend les débats sur la réindustrialisation, on dit souvent que la disponibilité du foncier pourrait être un frein. Je sais que du côté de la Banque des Territoires, c'est un sujet que vous regardez beaucoup, et notamment sur la notion d'écosystème, comment faire travailler les acteurs dans la construction de ces sites. Et les micros sont allumés, j'ai oublié de vous le préciser. Je vais me faire taper dessus par le régisseur. Oui, exactement, Anaïs. Donc, côté Banque des Territoires, nous, on a vraiment une action en faveur de la reconquête industrielle sur plusieurs sujets. Notre objectif, c'est vraiment d'accroître l'attractivité des territoires en finançant l'aménagement, les infrastructures et la formation pour que les industriels puissent vraiment se concentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la production. Donc, nous, on intervient au travers de 4 priorités. Donc, tout d'abord, l'investissement dans tout ce qui est aménagement et immobilier industriel, et donc le foncier. Et rapidement, je vais quand même vous expliquer sur quoi d'autre on intervient. On accompagne la transition énergétique et environnementale de l'industrie, la mutation de la formation également. On investit par exemple dans des écoles de production et on peut accompagner aussi les stratégies industrielles territoriales. Alors pour revenir vraiment au foncier, en effet aujourd'hui, le foncier, on voit que c'est un sujet très important. Nous, côté Banque des Territoires, on a prévu d'investir 1 milliard d'euros au service de l'industrie sur les 5 prochaines années, dont 450 millions d'euros pour préparer pré-aménager, pré-équiper des nouveaux sites industriels pour que quand un industriel cherche un terrain, il puisse s'implanter le plus rapidement possible. Et notre objectif sera quand même bien sûr de garder des sites modulaires pour répondre aux besoins exacts des industriels. Ça, c'est donc de façon théorique, mais c'est quelque chose qu'on est en train de lancer. Et du coup, je voulais vous parler d'un projet qu'on a déjà mené, qui représente un petit peu un site industriel comme on aimerait en créer d'autres. Ce projet, ça s'appelle Usine. C'est un projet qui est situé à Vénissieux, donc près de Lyon. Et c'est un projet qui a vraiment été mené en partenariat. Ça, je trouve ça très intéressant avec à la fois la métropole de Lyon, des partenaires financiers comme la Caisse d'épargne, la ville de Vénissieux et bien sûr des industriels. C'est un projet qui s'est implanté sur la friche industrielle laissée par Bosch. Mais Bosch a été aussi vraiment un des acteurs du projet puisque voilà, les discussions ensemble pour récupérer le terrain ont été vraiment très fructueuses. Et donc voilà, on a vu ces coopérations intéressantes initialement avec un industriel, et puis bien sûr l'objectif c'est donc d'implanter des nouveaux industriels sur ce site. C'est un site qui a été labellisé 6 industriels clés en main par l'État, donc c'est un site qui met tout en œuvre pour faciliter et accélérer l'implantation des usines des locataires. Donc aujourd'hui les locataires ils mettent quelques mois entre le moment où ils disent qu'ils veulent s'implanter et où ils s'implantent réellement, ils mettent quelques mois, ce qui pour un industriel est vraiment très très court. C'est un site qui vise à avoir 20 à 25 industriels à terme, il y en a déjà la moitié. Aujourd'hui, il y a 30 000 m² d'immobilier qui sont occupés et il y a 30 000 m² d'immobilier qui vont être encore construits. Ça représente 80 millions d'euros d'investissement sur 7 ans. Donc voilà, c'est un site aussi qui apporte beaucoup de services aux industriels et bien sûr qui est également conçu de manière à être favorable pour tous les sujets écologiques, énergétiques. Juste un exemple, par exemple, on préserve la ressource en eau, on limite les consommations d'eau, on facilite le recyclage des matériaux, on essaye de réutiliser les démolitions, par exemple. Enfin, j'aurais beaucoup d'autres exemples sur ce site, mais voilà, en fait, il y a des sites aujourd'hui qu'on a déjà réussi à monter comme ça, et aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est en créer une 50aine d'autres d'ici 5 ans. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça m'amène à me retourner vers vous, Clarisse, parce que vous l'avez dit en filigrane, mais que vous avez bénéficié justement d'un de ces sites clés en main et que c'est
quelque chose qui, alors pour tous les industriels, mais en particulier pour les TPE, PME, présente un véritable avantage quand on cherche à se développer. Oui, alors j'ai déjà évoqué tout à l'heure effectivement le gain de temps et le gain économique, puisque même si j'imagine bien que toutes les études sont incluses dans le prix d'achat du terrain, mais le fait d'avoir un terrain clé en main, ça a un gain de temps qui est énorme. Et puis, ça nous permet aussi, ce qui est intéressant dans ce genre de terrain, c'est que ça nous permet aussi d'envisager de la mutualisation. Et nous, c'est le cas, puisqu'aujourd'hui, on est en train d'étudier et de voir si on peut mutualiser, par exemple, la défense incendie. Parce que comme c'est des terrains qui ont été tous étudiés à peu près de la même façon, l'eau est là, la défense incendie a été prévue, les infrastructures routières sont prévues également. Donc ça nous permet à nous, TPE, PME, d'essayer de mutualiser avec des grands groupes qui sont déjà sur place. Et nous, c'est notre cas, puisque nous, on va essayer de mutualiser avec CEV notre défense incendie. Et ça permet pour la collectivité de faire de l'économie d'eau, puisqu'on n'aura pas besoin d'avoir un réservoir d'eau. Voilà, on arrive à faire des économies et à respecter un peu plus l'environnement. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé d'implantation, puisqu'il y a un deuxième sujet qui est transparé, c'est le sujet de la coopération. De votre côté, Monsieur Fontana, avec le nombre d'implantations que vous avez, je suppose aussi que vous travaillez, vous coopérez avec les acteurs locaux de manière relativement intense, notamment peut-être aussi avec un tissu de sous-traitants qui appuie l'activité de Framatome. Oui, nous sommes regroupés dans le pôle nucléaire de Bourgogne, qui s'appelle maintenant Nucléaire Valais, mais moi je l'appelle toujours PND. Nous sommes regroupés en France au niveau du GIFEN, et ce qui nous permet de bien voir les enjeux. Par exemple, le nucléaire en France va recruter 10 000 personnes par an pendant 10 ans. Donc Framatome 2000, et ici, plus un peu nos sites à côté, 400 par an. Donc je pense que vos 2000 pourraient être dépassés. Et donc cette coopération, et puis nous sommes attentifs à recruter non pas dans nos filières, parce que sinon on ne va pas. Donc 90% de recrutements sont hors filière. Et nous sommes attentifs au tissu industriel qui est autour. Ça, c'est déjà un élément très important de la coopération. Et puis à les engager, parce qu'on a besoin du tissu industriel pour fonctionner. Nous avons également, nous sommes dans des territoires avec des élus, et nous sommes évidemment sensibles aux sujets généraux, comme le logement, comme les écoles, comme les médecins, comme la mobilité, l'emploi des époux. Et ça, c'est des sujets évidemment qui nous intéressent. Nous sommes également soucieux et très impressionnés de la rapidité des actes administratifs, des mobilisations. Parce que lorsque nous lançons à ce moment-là, ce sont des grands programmes. Et j'en profite pour remercier le territoire pour sa mobilisation, pour nous aider à avancer dans nos projets industriels. Ici, et dans quelques sites à côté, notre plan d'investissement, c'est plus de 200 millions sur 4 ans. Également, ce qui est important pour nous, c'est la logistique et les sites. Vous avez évoqué les sites, c'est très important effectivement d'avoir de la place, des moyens logistiques, ne serait-ce que pour amener nos salariés, déplacer nos pièces qui sont grosses. Et ça, c'est un des atouts également que nous trouvons ici. Et c'est d'ailleurs une raison historique de notre présence ici. Il y a, au-delà de ça, des soutiens. Nous avons des soutiens financiers. Par exemple, 5 projets de Framatome sont lauréats de France Relance. Et nous les avons avec l'aide des territoires. Ça, c'est l'école de soudage, le centre de calcul Bourgogne, la modernisation industrielle de Saint-Marcel. Saint-Marcel qui va passer il y a peu de temps, l'équivalent de 0,3 EPR par an d'équipement. Objectif dimensionné à 2 et monté à 1,5. Et là, mes collègues, ils sont à 0,7, 0,8. Donc, c'est très important d'avoir ce soutien. French Fab Métallurgie au Creusot, qui travaille aussi avec l'Université de Bourgogne. La radiographie numérique ici, pour Intercontrôle, pour tout ce qui est contrôle. Donc, tout un ensemble. Et je dis à mes collègues,
on aime bien le territoire et le territoire nous le rend bien. Merci. Merci beaucoup. Ça m'amène à rebondir sur votre propos, parce que vous parlez de 400 personnes par an. Est-ce que le recrutement est une problématique pour vous? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des choses qui vous permettent d'aller plus vite sur le territoire? Oui. Alors les 2000 par an, on les fait. Hein. C'est 1400 à fin août cette année et plus de 400 alternants. Nous aurons plus de 400 alternants. Alors, évidemment, on recrute des jeunes, mais pas que. Il y a aussi les outils de reconversion qui sont très puissants parce que nous sommes attentifs à la pyramide d'âge. Hein, alors, on recrute beaucoup de jeunes, mais on est aussi d'autres âges pour éviter que dans 30 ans, on ait d'un seul coup un effet falaise dans notre démographie. Il y a les travaux avec les lycées. Nous avons, avec l'Université des métiers du nucléaire, 4 partenaires qui ont des bourses qui permettent de mobiliser des élèves et des étudiants, des forts programmes d'apprentissage avec les écoles, les universités, les alternants, c'est très important pour nous. Et on se connaît et ensuite ils apprennent le métier, ils voient si ça leur plaît et nous on recrute, on a un taux de recrutement qui est très élevé des alternants que nous prenons. Tout à l'heure il y avait dans l'autre conférence un représentant d'IUT, extrêmement important, il ne faut pas oublier les techniciens. C'est une ossature fondamentale de notre industrie. Et pour nous, les techniciens Framatome, ce sont des personnes extrêmement importantes. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est des portes ouvertes. Il faut montrer. Hein, ça a été évoqué. Et j'ai demandé à mes collègues de baisser l'âge pour que mes enfants jeunes puissent rentrer. Mais pas seulement les miens, aussi ceux de tous les collègues. Et c'est un très grand plaisir quand vous avez portes ouvertes. Vous avez les époux, les enfants, certains même parfois dans les berceaux, les grands-parents. Et ça crée une dynamique et je pense que c'est des choses que nous pouvons faire. Un point très important pour nous aussi, c'est la mixité qui a été évoquée également. Par exemple, nos collègues ont reçu avec Elle Bouge 30 collégiennes venues visiter les sites et c'est une force. Et nous avons une attention particulière à continuer à renforcer la mixité. C'est une force et c'est aussi une source de potentiel pour nos industries. Donc, il y a beaucoup à faire. Alors, parfois, quand les métiers, les personnes n'existent pas, il faut les former. Mais cette attraction, et puis après, il faut les garder. Il y a les salaires. On veut avoir bien sûr des salaires compétitifs, mais aussi c'est l'attachement au métier et la fierté. Et là, je reviens sur cette évocation de culture industrielle et de fierté. C'est tellement important. Et donc, la fierté d'être Framatome, la fierté d'être dans le territoire, pour nous, c'est un levier très, très important. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la fierté, le sens et l'ouverture. Mais je vais rebondir sur le propos de la formation en me tournant vers vous, Fabien Gaben, parce que je sais que vous travaillez à la fois beaucoup avec les universités sur des sujets de R&D, que votre usine ne va pas ouvrir avant 2026, mais que vous travaillez déjà sur la formation des personnes qui pourraient vous rejoindre. En tout cas, vous êtes vraiment sensible à ce lien entre entreprise et monde académique, monde de la formation de manière assez large. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, une de nos problématiques, c'est qu'on développe une nouvelle technologie, une technologie qui n'existe pas, qui n'existait pas, et que dès le départ, en fait, il a fallu créer les compétences techniques qui permettaient en fait à ces produits de venir sur le marché. Et même avant même la création d'Iten, on a commencé par une phase d'incubation avec l'université de Dijon sur des développements de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés de fabrication. Et toute cette activité de R&D avec le CNRS, l'Université de Bourgogne, qui vise en fait à développer ces compétences, ces nouveaux métiers sur lesquels qui vont être la première brique en fait d'Iten, c'est quelque chose qu'on continue. On continue à former beaucoup de jeunes docteurs qu'on finance à l'Université de Bourgogne. Mais voilà, j'ai envie de dire, on n'aura pas besoin que de ça. C'est-à-dire que quand le site industriel va arriver, certes, on aura besoin de continuer en fait cette démarche de recherche et de développement et de formation de jeunes sur des compétences clés qui aujourd'hui n'existent pas dans l'éducation nationale parce que c'est des choses très nouvelles. Mais on a aussi besoin de techniciens de maintenance, de logistique, enfin de beaucoup de métiers de l'industrie pour lesquels il y a énormément de formations disponibles dans l'écosystème chalonnais. Et d'ailleurs, quand on a eu nos discussions avec le Grand Chalon pour le choix de l'implantation de notre site, très très tôt, on a eu des échanges avec le Grand Chalon, le Pôle emploi et l'écosystème de formation
pour réfléchir à comment on allait mettre en place des programmes de formation de manière à s'assurer qu'on puisse démarrer de manière sécurisée notre site industriel, parce que toute la difficulté d'une industrie un peu nouvelle sur lesquelles on part de 0 à des centaines d'employés, c'est vraiment l'enjeu de formation des équipes au préalable, de manière à s'assurer que le jour où on commence à tourner la clé sur le site, les choses se déroulent bien et que l'on ait dès le début du démarrage des personnes formées. Donc tout ça, c'est un chantier d'anticipation qui va se construire dans les prochains mois avec l'écosystème chalonnais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Camille, on a parlé de l'enjeu de la coopération sur le foncier, mais il y a aussi un enjeu de coopération peut-être à l'échelle régionale sur lequel toi, tu as travaillé avec la notion de filière, comment peut-être on reconstruit ou redensifie des filières à l'échelle des régions et des territoires. Oui, en effet, Anaïs, côté Banque des Territoires, on travaille bien sûr également avec les régions. Je voulais également vous donner un exemple concret d'études qu'on a menées avec la région Hauts-de-France. Donc la région Hauts-de-France, avec plus de 56 000 salariés qui sont dans l'industrie automobile, c'est vraiment la première région automobile du pays. Et donc là, avec toute la montée des véhicules électriques, elle était face à une question pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut qu'on se réorganise. Donc en fait, on a mené une étude conjointement, le conseil régional, les constructeurs et les sous-traitants de l'association régionale de l'industrie automobile et nous. Et ensemble, ça a permis plusieurs choses. Ça a permis déjà, bien sûr, d'écrire une feuille de route, se dire bien sûr de travailler vers une filière moins carbonée. Une fois qu'on a dit ça, c'est de façon concrète, on a vu qu'il y avait une nécessité de réduire les distances d'approvisionnement, en particulier pour les pièces les plus lourdes. Il y a déjà des industriels comme Stellantis et Renault qui fabriquaient des moteurs électriques à proximité des Hauts-de-France, mais il y avait besoin également d'avoir des fabrications de batteries électriques et de leurs composants. Et ça, comme vous le savez, depuis qu'on a mené cette étude, on voit qu'il y a quand même vraiment de nombreuses entreprises qui sont développées sur ce sujet. Dernière réussite en date, c'est l'implantation de Vercor à Dunkerque. Autre sujet, il y a aussi eu des projets de réflexion sur le recyclage des rebuts de production comme des batteries en fin de vie dans une logique d'économie circulaire. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est vraiment de se dire quelle était la feuille de route à écrire. Mais ça a aussi permis, au-delà, de renforcer vraiment les liens entre les membres, de travailler ensemble. Et ça a permis de créer un consortium pour fédérer une quarantaine d'acteurs du territoire pour travailler collectivement. Et ensuite, ils ont déposé ensemble une candidature dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir pour avoir des financements de projets à hauteur de 25 millions d'euros. Donc ça a vraiment permis cette dynamique collective qui s'est développée encore plus sur le terrain. Et pour passer à la vitesse supérieure, il y a également une troisième dimension sur laquelle on a travaillé collectivement. Ça a été de développer collectivement des formations dédiées à la propulsion électrique et de financer des écoles de production sur le territoire. Merci beaucoup. Et je sais aussi que vous avez le programme Rebond industriel qui est peut-être un moyen d'encourager à la fois la connaissance de ces filières, la coopération entre les acteurs, d'identifier peut-être des sujets comme le recrutement et le foncier. Peut-être en dire un peu plus. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse non plus ce programme et que tous les territoires ne connaissent pas forcément. Oui, alors ce programme, donc Rebond industriel, c'est aussi un programme qui est dédié aux territoires qui sont exposés aux mutations de la filière transport, notamment automobile, mais pas que. C'est un programme que la Banque des Territoires opère en partie, un programme qui est doté quand même de 100 millions d'euros, avec 10 millions d'euros pour financer des missions d'ingénierie qui sont réalisées par des cabinets d'experts et 90 millions d'euros qui sont ensuite abondés en subventions. L'objectif, c'est vraiment de soutenir une dynamique industrielle, de se dire ces territoires qui sont exposés aux mutations de la filière transport, comment est-ce qu'ils peuvent ensuite rebondir donc, et qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc en fait, on a des cabinets d'experts qui, pendant 3 mois, vont à la rencontre de tous les acteurs sur le territoire, donc les collectivités, les industriels, les entreprises, l'UIMM, l'ADEME, Pôle emploi, et qui construisent ensemble une feuille de route et identifient des projets stratégiques.
Ensuite, ces projets stratégiques, ils peuvent être éligibles à des subventions, soit des subventions spécifiques de cette AMI qui sont apportées par BPI France. Donc c'est là, il y a une enveloppe de 90 millions d'euros, mais aussi toutes les subventions des partenaires du programme, l'ADEME, la Banque des Territoires et directement même l'ANCT. Et ce qu'on a vu sur le terrain de façon très concrète, c'est que ces missions ont vraiment permis d'identifier, enfin de faire connaître aux collectivités locales des industriels qu'elles ne connaissaient pas spécialement, qui pouvaient avoir des projets de développement qui avaient besoin de soutien. On peut voir par exemple sur les territoires d'industrie Gers, Tarn et Garonne, ça a permis de co-construire une feuille de route ciblée sur de nouvelles filières structurantes comme les filières agroalimentaires et cosmétiques. Donc on voit qu'il y a un impact vraiment concret et que ces missions, ça permet aussi de faire travailler les acteurs ensemble, et quand tout le monde se connaît et travaille ensemble, ça permet de faire émerger de nouvelles dynamiques très positives. Merci beaucoup. Il y a un dernier sujet que je souhaiterais qu'on aborde ensemble avant de passer la parole à la salle, que M. Fontana a commencé à aborder sur la question du sens et de la fierté. Alors, avant de vous redonner la parole, M. Fontana, je vais me tourner vers Fabien Gaven, parce qu'on en a parlé au moment de la préparation de la table ronde. On a parlé de plein de choses, on a parlé de la fierté, on a parlé aussi du rôle social de l'entreprise. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler quand on parle d'industrie de territoire, parce que finalement, on décorrèle les deux, alors que les deux sont intimement liés. Et par l'engagement aussi de l'entreprise à l'égard de son territoire, je pense que vous n'avez pas peut-être des choses à nous partager là-dessus. Oui, moi je pense que l'entreprise a clairement un rôle social. Ça, pour moi, c'est évident. Et tout à l'heure, on parlait de sentiment d'appartenance qui est lié quelque part à une culture d'entreprise. Et c'est vrai qu'ici, il y a une culture industrielle qui est très très forte. Et si on veut avoir une culture de gens engagés, il faut aussi que l'entreprise elle-même s'engage dans la collectivité, dans la société, pour que ce soit quelque part un retour de bons procédés. Et voilà, pour moi, le rôle de l'entreprise, c'est vraiment ça. Ces dernières décennies, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé, qui ont donné une image quelque part de rôle social qui n'était pas des plus belles. Moi, je pense qu'il faut changer ça si on veut réindustrialiser le pays. Et nous, chez Iten, on attache beaucoup d'importance à ce rôle social. On recrute énormément d'alternants que l'on forme, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour les jeunes étudiants, pouvoir vivre dignement en faisant des études, ça devient de plus en plus compliqué, et on est très très content d'accueillir tous les ans beaucoup d'alternants que l'on forme et que l'on rémunère, qui apprennent aussi beaucoup de métiers. Et du coup, c'est bien parce qu'ils se rendent compte aussi que l'industrie, c'est pas forcément ce qu'ils imaginaient, et que c'est pas un monde désenchanté, bien au contraire. Merci, M. Fontana. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, compléter. Je peux peut-être même rebondir 2 fois. Vous avez parlé de robots industriels, j'ai tout de suite été sensible. La robotique, c'est quelque chose de très important pour Framatome. Nos collègues ici à Châlons font des maintenances dans les réacteurs nucléaires avec des robots, donc c'est les champions des robots. Et Saint-Marcel, nous améliorons notre capacité de robots pour nous aider à monter en cadence industrielle. Oui, c'est très important ce rôle social. D'ailleurs, nos salariés y contribuent aussi, au-delà de l'entreprise. Et c'est cette dimension. Alors, il y a quelque chose que nous avons lancé. Alors, tous nos salariés sont formés à la culture de sûreté nucléaire, ça c'est une chose. Et on s'est rendu compte qu'il y avait cette attente de sens, d'engagement. Et nous déployons maintenant les fresques du climat. C'est-à-dire, c'est quoi l'enjeu du climat ? Comment nous, Framatome, on peut y contribuer, et comment chacun d'entre nous, salariés, peut y contribuer. Et c'est ensuite de réaliser des actions. Et c'est un moteur d'engagement très puissant. Et ça nous amène aussi à faire des progrès. Par exemple, moi, je sais qu'avant 2024, je dois réduire la consommation d'énergie de Framatome de 38 gigawatts-heure. Et on va le faire. Et ensuite, parti là-dessus, on peut aussi contribuer à baisser nos emprises sur l'eau, donc objectif de réduction de consommation d'eau, etc. Donc, cette dimension, ces allers-retours entre les territoires, la population, nous en tant qu'entreprise et avec nos salariés, c'est quelque chose de fondamental. Nous souhaitons des salariés engagés dans l'entreprise, et l'engagement, s'engager aussi avec les territoires, c'est un facteur d'engagement dans l'entreprise.
Merci beaucoup. Je sais, Clarisse Monique, que la question du sens est aussi quelque chose que vous partagez et que vous avez mis assez naturellement différentes choses en place et notamment pour votre nouveau site, vous avez essayé de travailler sur l'engagement de chacun. De chacun. Alors, Aérométal, nous, on est... Je ne sais pas si ça marche ici. Aérométal, on est certifié ISO 14001 pour le management, 9001 pour l'environnement, N9100 pour l'aéronautique. Et on a souhaité, quand on a réfléchi à la nouvelle implantation, on a souhaité impliquer les salariés et on leur a demandé de dessiner leur usine idéale. Donc, ils ont fait un petit groupe de 3 personnes qui ont retranscrit la volonté de chacun. Et ils ont dessiné leur poste, ils ont mesuré leur poste, ils ont créé une usine qui était très, très, très grande. Ensuite, le projeteur, on a été accompagné par Keops qui est présent ce soir. Donc Keops est venu, il a remesuré, il a redivisé un peu par 2 quand même la taille de la future usine. Mais nos salariés sont engagés dans la construction de la future usine. Ils l'ont pensé, ils l'ont réfléchi et aujourd'hui, ils ont hâte. Ils ont hâte de pouvoir y être. Et c'est vrai que l'engagement sociétal d'une entreprise, aujourd'hui, c'est la base. Le fait de déménager aussi sur le site de Sonéor, on va avoir plus de terrain, on va avoir de la verdure et on va mettre en place de l'éco-pâturage, donc avec des moutons pour pouvoir tailler la pelouse parce qu'ils ne vont pas la tondre. Et d'ailleurs, avec la CPME et les entreprises s'engagent, qui est un dispositif porté également par monsieur le sous-préfet qui est présent ce soir. Donc, on a une réunion lundi de 9h30 à midi, donc chez Paysage 2000, pour justement engager les entreprises dans le RSE. Merci beaucoup. Alors, nous sommes encore dans le temps imparti. On va pouvoir prendre quelques questions de la salle. Ne soyez pas timide, jetez-vous à l'eau. Vous avez quand même de très bons intervenants, dont certains sont plus ou moins indiscrets dans les médias. C'est peut-être l'occasion de leur poser des questions que vous rêviez de poser à des industriels sur les métiers du nucléaire, sur les produits développés par Iten, sur les métiers d'avenir en plus d'aérométal. On a répondu à toutes vos questions existentielles, même celles sur le sens de la vie. C'est merveilleux. Bon, puis alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce que mes intervenants souhaitent dire un mot de conclusion? Sinon, on passe à la conclusion générale. Bien. Ah, une question. Merci, monsieur, vous me sauvez. Hop, tiens, Marie. Oui, je me permets une question. Oui. Ça marche, excusez-moi. Donc merci beaucoup en tout cas de tous vos témoignages, c'est hyper important pour nous. Donc nous on est une petite société d'ingénierie, mais on est à Châlons, on est très fiers de l'être. Et effectivement, au-delà de l'aspect effectivement de tout ce qui est fait au quotidien, mais qui n'est pas forcément connu, en tout cas fait par les industriels que vous êtes. Moi, j'avais une question qui est un peu plus large, qui est effectivement le Grand Châlons. Comment pourrait promouvoir plus ce côté transition énergétique? Quel type de label aller chercher? Pourquoi? Parce que plus on va communiquer dessus, plus on arrivera à attirer des talents, des jeunes et des moins jeunes, qui pourront venir alimenter Châlons pour que ça devienne effectivement, en tout cas, une grande ville, plus que le Creusot, si j'ai bien compris. Voilà. C'était ma question. Alors, elle est un peu générale, mais... Merci beaucoup. Qui se dévoue? Non, mais monsieur Martin, vous répondrez à la fin. D'accord. Bien, chef. Bon. Alors, je sais que monsieur Fontana avait quelques mots à nous dire en conclusion, donc je lui rends la parole. Juste en écoutant votre question, je pensais, j'ai visité notre site il y a 15 jours de Richland, c'est au nord-ouest des États-Unis. Et là, ils avaient un label, c'était The Clean Energy for the Future. Et donc, ça embarquait
une mobilisation de tous les acteurs, des communautés. C'était Clean Energy for the Future. Voilà, je vous livre ce témoignage. Ceci dit, non, je me permettais de dire quelques mots. Nous vivons quand même dans le nucléaire un moment tout à fait exceptionnel. Certains de nos anciens qui sont ici, je les salue, ils ont fait le programme nucléaire français. Là, nous avons de nouveau un challenge pour nous, pour la France, mais aussi partout, parce qu'en Europe, ils ont besoin de nous. Les supply chains, il n'y en a pas tant que ça. Hein, les Américains n'en ont pas. Les Chinois sont occupés chez eux, les Russes sont occupés à autre chose. Il reste peut-être un peu les Coréens, mais ça vient. Et donc, nous avons une montée en cadence, en qualité, en cadence, en compétences à faire, qui est probablement exceptionnelle. Et c'est fantastique, ça se passe ici. Et j'invite tous ceux qui souhaitent y participer à y contribuer. Et je remercie le soutien des territoires, des services de l'État, de tous les enseignants, etc., qui préparent cette génération. Et quand dans le nucléaire, on fait un réacteur, on en prend pour 80 ans. Et donc, il faut préparer les enfants, mais aussi les petits-enfants, et songer peut-être même aux arrière-petits-enfants. En tout cas, un grand merci au territoire. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Vous pouvez applaudir nos 4 intervenants, donc Fabien Gaben, président directeur général d'ITEN, Clarisse Maillet, directrice générale d'Aérométal et présidente de CPME, je ne vais pas y arriver, 71, Camille Etévé, responsable du programme Territoire d'industrie, direction de l'investissement de la Banque des Territoires, et Bernard Fontana, président directeur général de Framatome, de nous avoir partagé leur expérience et leur temps. Je vous invite à les applaudir à nouveau.